En 1727 paraît la traduction française d'un guide touristique intitulé Séjour de Paris, rédigé par Joachim Christoph Nemetz suite à sa visite dans la capitale en 1714-1715. Au chapitre 19, voici ce qu'il nous dit de la foire Saint-Germain. La plus grande affluence du monde ne commence que sur les 8 heures du soir, quand les spectacles et les danses de cordes sont finis. Toutes les boutiques sont illuminées de chandelles très bien rangées, et alors la presse est si grande qu'on a peine à la fendre pour passer. Tout y est pêle-mêle, les maîtres avec les valets et laquais, les filous avec les honnêtes gens. Les courtisans les plus raffinés, les plus jolies filles, les filous les plus subtils sont comme entrelacés ensemble. Toute la foire fourmille de monde, depuis l'entrée jusqu'au bout. Ceux qui n'ont point de compagnons, ni d'autre occupation, se postent dans une boutique, d'où ils font la revue des passants. Mais d'autres, qui sont en compagnie, principalement avec des dames, s'asseyent dans une boutique et y achètent quelque chose de quoi jouer. Chacun y contribue sa part, celui qui gagne la chose mise au jeu la retient, ou il en fait quelquefois présent à une des dames qui y sont présentes, s'il a de la complaisance pour elle. Il faut faire de jour son emplette, car le soir, on n'y serait pas bien marchandé, à cause de l'embarras où on est, pour la grande multitude d'hommes. Il y a encore des boutiques où on ne fait que jouer au dé simplement, grand divertissement à quelques Français, mais le maître de la boutique en tire le plus de profit. Les 10 heures étant sonnées, chacun se retire à quartier, et on ferme toutes les boutiques. Cette description animée de l'activité de la foire nous a conduit à nous poser une question. La foire constitue-t-elle pour le public de la Régence une fête à proprement parler ? Les foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent, pour ne citer que des exemples parisiens, sont de véritables institutions. La foire Saint-Germain existe depuis le XVIe siècle, elle se tient sur les terrains de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et elle a lieu du 3 février au dimanche de la Passion. La foire Saint-Laurent, elle, est plus récente. Elle a été créée par les prêtres de la mission Saint-Lazare en 1663 et se tient sur un terrain entre le faubourg Saint-Denis et le faubourg Saint-Lazare. Elle a lieu d'août à septembre. Ces deux foires sont de grands rendez-vous du commerce et l'occasion pour les confréries religieuses de rentabiliser les terrains sur lesquels elles se déroulent. Elles accueillent des activités bourdonnantes. Des échoppes où l'on peut acheter des biens divers, des boutiques de jeux, de cartes ou de dés, des cafés, des petits théâtres dans lesquels se produisent des troupes de théâtre à l'italienne et des sauteurs de cordes, des acrobates qui surprennent par leur tour le tout Paris, et bien sûr, toute une foule de curiosités, depuis les dresseurs d'ours jusqu'aux machines les plus surprenantes. À en croire les témoignages de l'époque, comme celui de Nemetz qu'on vient de lire, les membres de la haute société eux-mêmes ne rechignaient pas à venir dans ces lieux où la foule était nombreuse et les plaisirs multiples. L'un des plaisirs les plus goûtés était sans doute le théâtre de foire, qui attirait une foule variée à l'époque de la Régence. Les dramaturges Alain-René Lesage et Jacques-Philippe d'Orneval ont entrepris de retranscrire une partie du vaste répertoire joué aux foires Saint-Germain et Saint-Laurent à partir de 1721. Et ce succès n'a pas été sans causer des ennuis aux forains. En effet, quelques années plus tôt, la foire est devenue le lieu d'une bataille des théâtres que les frères Parfait ont raconté dans le détail dans leurs mémoires pour servir à l'histoire de la foire, dont le premier volume est paru en 1743. La Comédie Française reprochait au spectacle de la foire de détourner son public vers des spectacles moins nobles. En 1704, on leur a interdit d'utiliser des dialogues. En 1707, ils ne pouvaient plus user du tout du langage parlé sur scène. Ils ont essayé de s'unir avec l'Académie royale de musique pour pouvoir chanter leurs pièces, mais cela leur a été également interdit dès 1709. S'en est suivi une prolifération de systèmes inventifs pour contourner les interdits. Des pièces à écriteau, des interventions chantées du public sur des airs connus, des mimes et même des marionnettes. Le pouvoir de la Régence, lui, a hésité entre deux politiques. Si, en 1718, il a interdit les spectacles forains, à l'exception des sauteurs de cordes, il a octroyé en 1720 un privilège d'exploitation des opéras comiques dans les foires à l'Académie royale de musique, et il a fini par se contenter d'une politique de relatif laisser-faire en la matière. Mais à la demande du régent lui-même, les comédiens italiens, qui avaient été chassés de Paris à la fin du règne de Louis XIV, ont été autorisés à revenir et ont constitué une concurrence plus préoccupante pour la comédie française que les forains eux-mêmes. Mais revenons à notre question. La foire, et plus particulièrement les foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent, sont-elles vécues par les contemporains de la Régence comme des expériences festives ? On y retrouve en effet certains types d'éléments que l'on rencontre dans d'autres expériences festives. Elles ont lieu régulièrement, c'est un événement annuel, on y consomme des boissons et de la nourriture, on peut y écouter de la musique, y voir des divertissements, et y pratiquer le jeu.
Mais ce qui montre peut-être le mieux la perception de la foire comme une fête par un certain type de public sous la Régence, c'est sans doute la création d'une fausse foire lors du passage du roi à Villers-Cotterêts au retour de son sacre, en 1722, foire au cours de laquelle les membres de la cour, pour amuser le jeune roi Louis XV, se sont costumés en marchands de foire et ont fait mine de l'attirer vers leurs étals. Il s'agissait en réalité d'une véritable reconstitution. Voici ce que nous en dit le Mercure du mois de novembre 1722. C'est là qu'on a vu le plus somptueux et le plus brillant assemblage d'objets magnifiques et amusants que l'imagination puisse former. L'architecture et la peinture y enchantaient la vue, la musique y charmait les oreilles, les liqueurs et les friandises les plus exquises y fâtaient le goût le plus délicat. La muse comique y réjouissait l'imagination, les faiseurs de tours et joueurs de gobelets y piquaient la curiosité des uns, et celle des autres était attirée de boutique en boutique par l'éclat des glaces et des meubles. On y prodiguait les rubans, les bijoux et tout ce que l'opinion et la mode embellissent à nos regards. Enfin, on peut dire que la foire du château de Villers-Cotterêts a été le rendez-vous des plaisirs et des jeux, et que pas un d'eux n'y a manqué. Cette description de la fausse foire de Villers-Cotterêts, que l'on peut considérer comme une version galante de la foire de Saint-Germain, permet de comprendre ce qui pour les contemporains pouvait paraître festif dans ces événements, la présence des plaisirs et des jeux qui permettent d'oublier un peu le poids du quotidien. C'est d'ailleurs un des aspects de la fête retenu par un dictionnaire récent qui nous dit à propos de la fête d'Ancien Régime qu'elle est un temps de l'altérité, une suspension ou une rupture de l'ordre quotidien, un temps de l'exaltation des émotions suscitées par l'ensevelissement de la grisaille ordinaire. Beaucoup de questions restent ouvertes sur le sujet des foires sous la Régence, non seulement sur leurs spectacles et notamment leurs pièces de théâtre à une époque où le répertoire est en pleine constitution, elles sont en pleine redécouverte. Mais surtout des questions restent ouvertes sur les possibilités de reconstitution de ces foires, d'autant que l'on connaît encore peu les foires en dehors du Paris. Des questions aussi sur le type de musique qui était jouée et des types de danse qui étaient pratiqués restent ouvertes. En un mot, ce morceau du quotidien du XVIIIe siècle offre encore aujourd'hui beaucoup de matière à l'amateur et aux chercheurs. Il fait pleinement partie de la Régence en fête.